Par exemple, on fait des contrôles ciblés sur la prévention de la maltraitance. Bon, pour les structures qui accueillent des adultes et des enfants handicapés. Bon. Eh bien, cette année, on va en faire 2 en Côte d'Or, 2 dans la Nièvre, 3 en Saône-et-Loire. Donc, vous voyez, ça fait 7 par rapport à près de 160 établissements. Bon. Vous allez me dire, à ce rythme-là, il faudra 20 ans, enfin, un peu plus de 20 ans d'ailleurs, pour que chacun soit contrôlé. Très peu de contrôle, donc. Et impossible de savoir si l'argent est bien utilisé. On sait ce qu'on dépense. On sait que ce qu'on dépense n'est pas extravagant par rapport à ce qu'a été les dépenses de l'année précédente ou simplement des standards. Mais on n'est pas en mesure de garantir la qualité de la prise en charge à partir des contrôles budgétaires qu'on fait. On sait où va l'argent et on ne sait pas garantir qu'on est toujours aux meilleures pratiques. C'est donc quasiment un chèque en blanc de 210 millions d'euros que l'ARS de Bourgogne fait à ses établissements chaque année. Pour la famille d'Eva comme pour les autres familles, trop peu de solutions d'accueil pour leur enfant handicapé. Alors certaines d'entre elles, poussées à bout, envisagent le pire. Nous partons dans le sud-ouest de la France, à quelques kilomètres de Carcassonne. Nous rencontrons Régine Salva. C'est l'histoire d'une mère qui a voulu mettre fin à la vie de son fils handicapé. Par fatigue, désespoir, par amour. C'était il y a 14 ans. Rémi est atteint d'une maladie dégénérative. Très tôt, ses parents vont s'apercevoir que leur fils a un retard mental et moteur, ponctué de crises de violence. Avec les années, le handicap progresse. Les médecins ne décèlent sa maladie qu'à l'âge de 15 ans. C'est l'impuissance d'une mère à faire reconnaître le handicap de son enfant, sa solitude quand aucune institution ne veut le prendre en charge. C'était un soir de 14 juillet. Régine monte dans la chambre de Rémi. Il dort. Elle tente de l'étouffer avec un sac plastique. Je suis allée vers la chambre de Rémi pour... C'est difficile, hein, j'ai du mal à en parler. J'ai pu me souvenir de ces 3 minutes où j'ai basculé. Je me souviens surtout très fort que j'ai interrompu mon geste. J'étais venue au chevet de Rémi, de son lit. Et tout d'un coup de me réveiller, enfin, et de prendre très fort Rémi dans les bras, comme si j'avais sauvé mon enfant de cette autre femme. Enfin, c'est difficile à exprimer. Comment expliquer qu'un jour, une maman ou un parent puisse songer à supprimer son enfant? C'est très très dur à expliquer. Et il y a une accumulation on va dire, l'épuisement moral et physique qui doit jouer beaucoup. Et ce sentiment de me dire mon enfant va vivre des cauchemars, mon enfant a souffert comme un damné déjà, et là encore, ça risque de se reproduire. Et puis, enfin, je ne sais pas, je dois le libérer. Enfin, je ne veux pas qu'il vive ça. Car au-delà de son handicap, la vie de Rémi est une vie de souffrance. Il avait été interné en psychiatrie quelques mois et il avait vécu, oui, des formes de maltraitance. Il avait été coupé de nous, il avait été shooté au neuroleptique, il avait été attaché sur son lit, il nous a raconté qu'il s'était uriné dessus. Enfin, il avait vécu des choses épouvantables. Donc, à ce moment-là, si vous voulez, j'ai pas projeté dans quelques années quand il serait grabataire. Grabataire, prisonnier de son corps, détruit. Je crois que j'ai véritablement paniqué à l'idée qu'on enferme à nouveau notre enfant. Parce qu'à ce moment-là, les parents n'ont rien à dire. En France, enfin, je ne sais pas comment c'est dans d'autres pays, mais Rémi a été interné et a vécu des choses cauchemardesques, dont même des sévices sexuels d'un autre jeune homme interné. Le lendemain de son geste, Régine consulte avec Rémi leur médecin de famille. Elle lui raconte ce qu'il s'est passé.
Le médecin la dénonce alors auprès des services du procureur. Régine sera poursuivie pour tentative d'homicide volontaire. L'enquête va durer 2 ans. Régine sera relaxée. Rémi, quant à lui, n'en voudra jamais à sa mère. Le matin qui a suivi cette nuit difficile, quand je suis arrivée auprès de lui, il m'a juste dit « Mais maman, il faut dormir la nuit. » C'était l'humour de Rémi, avec un beau sourire. Et il m'a embrassée. Donc il y avait chez Rémi aucune rancœur ou animosité, donc c'était quand même primordial. Il a compris, et bien plus tard, quand la maladie avait très lourdement évolué, il m'a dit abruptement « Tu sais maman, je ne t'en ai jamais voulu d'avoir songé à me supprimer. Pour lui, c'était l'aider à partir. Je t'en ai plutôt voulu de ne pas avoir été au bout de ton geste. » Ça, c'était un choc de l'entendre. Mais ça, il l'a pensé, je pense, plus tard. L'histoire de Régine n'est pas un cas isolé. Chaque année, des parents à bout de force tentent d'abréger le calvaire de leurs enfants handicapés. Si Régine a pu s'arrêter à temps, d'autres vont au bout de leurs gestes. En 2005, une mère tue sa fille handicapée. En 2011, c'est un agriculteur qui abrège les souffrances de son fils avant de se suicider. En 2013, un père usé tue son fils autiste. Je pense que beaucoup de parents qui ont des enfants malades ou avec des lourds handicaps, qui ont une véritable angoisse et terreur de ce qu'ils vont devenir sans eux, songent à supprimer leur enfant et s'interrompent. Après, on me l'a dit, des équipes médicales me l'ont dit que je n'étais pas la seule pour m'aider à franchir l'étape de me pardonner. Nos parents, on n'est pas les plus à plaindre. C'est lui qui a vécu tout ça. Voilà. En juillet 2008, Rémi se suicide en avalant des médicaments. Aujourd'hui, Régine tente de se reconstruire. Nous retournons en Bourgogne, revoir les parents d'Eva. La jeune fille autiste n'a toujours pas de place en institution. Ce matin, André et Muriel tiennent pourtant à nous montrer que la solution à leurs problèmes se trouve seulement à quelques kilomètres de chez eux. Là, on est à 5 minutes de la maison. Et là, on va passer devant un IME qui est à 5 minutes. Et pourtant, on a proposé une prise en charge d'Eva, ne serait-ce qu'une après-midi par semaine, qui nous ferait du bien. Et ils n'ont pas de place. Ça nous permettrait de retrouver un petit peu un semblant de vie, de famille avec les autres enfants. Mais bon, ils n'ont pas la place, donc ils n'ont pas la place. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Mais alors, pourquoi un établissement spécialisé si proche ne peut-il pas accueillir la jeune autiste? Nous y sommes retournés sans les parents d'Eva. Nous sommes reçus par le directeur de la structure. Pourquoi aujourd'hui une petite fille ne peut-elle pas être prise en charge dans un établissement comme le vôtre, qui se trouve si proche? Tout simplement, pour planter un peu le décor, il faut savoir que dans type de population, il y a toujours, avec mes excuses, mais je n'ai pas d'autre terme, ce qu'on appelle des incasables. On est toujours dans une frange de population où on n'arrive pas à trouver forcément le bon établissement. Ce qui est le cas de Marguerite. Ça pose un petit souci de la collectivité, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre en collectivité aussi. Et du coup, malheureusement, la collectivité prime sur l'individu. On ne peut pas casser un collectif rien que pour la cause d'un individu. Le handicap d'Eva, jugé trop lourd, serait donc impossible à prendre en charge dans cet établissement pourtant spécialisé. Et quand bien même il pourrait l'accueillir, il faudrait attendre. Attendre. Ça, c'est les listes d'attente. Voilà. Au mois d'avril 2013, nous sommes à 102 personnes sur la liste d'attente. Je viens vous voir pour placer un enfant handicapé chez vous. Combien de temps je vais attendre? 20 ans. Vous devez attendre 20 ans. Pourquoi? Parce que j'ai un agrément de 30 enfants. Je ne vais pas sortir un enfant pour prendre le vôtre. Il me faut soit l'autorisation, soit augmenter l'agrément,
soit qu'un enfant décède ou change de département. Sinon, je n'ai pas de place de libre. Donc la liste d'attente, c'est 20 ans. Bah, je caricature en disant ça, mais c'est la réalité. Impossible donc pour André et Muriel de pouvoir espérer mettre un jour Eva dans ce centre. Mais tout n'est peut-être pas perdu. Une autre institution accepterait de prendre Eva à l'essai. Problème, elle se trouve à Montluçon, à plus de 180 km de chez eux. Ce matin, ils ont rendez-vous à la MDPH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées, une agence d'État. Ce sont eux qui valident les orientations des personnes handicapées en institution. Ce sont eux également qui accordent les financements pour la prise en charge. André et Muriel se rendent donc à cet entretien plein d'espoir. Ils veulent croire qu'une place sera disponible à Montluçon, mais on va leur faire une proposition étonnante. Si ça ne marche pas, oui. ça reste possible. Ben oui. Pas. On a un établissement qui ouvre, mais c'est en Belgique, qui va ouvrir, il sera opérationnel en 2014-2015. Moi je pense 2014-2015. Voilà. Ben moi, je vais croiser les doigts fort pour que ça marche, parce que Belgique, ça fait un peu loin quand même. Je vais être franc avec vous. Si l'intégration d'Eva venait à mal se passer à Montluçon, ils nous proposent la Belgique. Et moi, je ne suis pas trop. Ils nous ont vanté la qualité d'un établissement qui est en train d'ouvrir. Qui s'ouvrira en 2014-2015. Moi, je ne suis pas trop pour... l'éloignement nous fait peur, en fait. Voilà, l'éloignement nous fait peur. On n'est pas trop pour mettre la fille en Belgique. Et comment il justifie le fait de vous proposer la Belgique et pas un établissement en France? Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de structure en France, justement. Oui, parce qu'on n'a pas de possibilité, et eux non plus, de faire autrement. André et Muriel n'ont aucune intention d'envoyer Eva en Belgique. S'il manque des places dans les institutions en France, là-bas, les handicapés français sont les bienvenus. C'est ce qu'André et Muriel vont nous aider à démontrer. Oui, je suis Monsieur Marguerite, je me présente. Au bout du fil, la directrice d'une institution belge. L'accueil est tout de suite chaleureux. Alors, écoutez, monsieur, de la place, oui, je vais en avoir ici dans un mois ou deux. Dans un mois ou deux, vous allez avoir de la place. Oui, je vais avoir de la place. Oui. À ce niveau-là, donc, je crois que vous pouvez être rassuré. Oui, c'est déjà une... Obtenir une place dans un centre en Belgique, ça paraît simple comme un coup de fil. Alors qu'en France, il faut attendre 20 ans. En Belgique, c'est quelques mois seulement. La Belgique serait-elle alors une terre d'accueil pour les handicapés français? Un modèle de solidarité ou un véritable business? Direction la Wallonie. Nous sommes à Stambridge, à 80 km de Bruxelles. Isabelle Resplandino est la responsable d'une association qui gère les problèmes des familles françaises qui placent leurs enfants handicapés en Belgique. Elle s'est intéressée au phénomène car elle est la maman d'un enfant autiste. Allez, tu vas être une star, mon petit. Wolfgang a 9 ans. Ces derniers temps, le petit garçon a beaucoup progressé, car Isabelle a réussi à lui trouver une place dans une école. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les familles. Aujourd'hui, elle va nous servir de guide. Ces centres, comme celui-là, ou encore celui-ci, elle les appelle des usines à français. Car les handicapés français sont ici une source de revenus. Et ils peuvent rapporter gros. Dans la rue, on les reconnaît à leur t-shirt rouge. C'est un des plus grands établissements de Belgique qui accueille le plus de Français. Dans ce château, plus de 500 enfants sont pris en charge. À quelques kilomètres de là, un autre centre, plus petit, dans cette maison grise. Dans la région, il en pousse comme des champignons, et de toutes les tailles. Ça, c'est fréquent que les personnes qui ont une belle maison de maître, assez vaste, eh bien, ils se disent pourquoi pas on n'ouvrirait pas un centre pour recueillir les personnes handicapées françaises. Donc, ce sont des plus petites structures. En Wallonie, à quelques kilomètres de la frontière française, il y a près de 100 établissements qui accueillent 6000 handicapés français. Il faut quelques mois en Belgique pour monter une structure, il faut plusieurs années en France. Ici, les normes sont beaucoup moins exigeantes.
En Belgique, n'importe qui peut se lancer dans ce business. Un business qui peut être très rentable. Ça attire des dérives commerciales, puisque bon, il y a des entreprises carrément marchandes, donc qui sont là pour faire du bénéfice avec ces personnes-là, donc ils vont rogner sur tout, sur les repas, sur les services rendus, sur les sorties, sur l'accompagnement pédagogique, sur les activités, et pendant que le directeur va se verser un salaire mirifique. Ce sont les maisons départementales des personnes handicapées qui décident d'orienter les enfants en Belgique. Le coût de la prise en charge est assuré par la Sécurité sociale française. Chaque année, c'est plus de 60 millions d'euros payés par la France à la Belgique. Pour un enfant handicapé belge, la prise en charge est de 80 euros par jour. Alors que pour un enfant français, elle peut varier de 120 à 300 euros. Cette manne financière est propice aux dérives. Ce centre, par exemple, accueille aujourd'hui une quinzaine de handicapés français. Nous avons pu consulter un rapport confidentiel de la WIP, l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées. Cette institution y est pointée du doigt. Suspicion d'abus de biens sociaux. Problème de rémunération des administrateurs. Suspicion de normes de salubrité des bâtiments non rencontrés. En d'autres termes, la WIP suspecte les administrateurs de l'institution de s'enrichir plus qu'ils ne devraient, tout en proposant des conditions d'accueil douteuses. Nous avons voulu en savoir plus. Ce centre, c'est celui dans lequel André et Muriel peuvent obtenir une place pour Eva. Ils ont accepté de nous rejoindre en Belgique pour le visiter. Nous filmons en caméra cachée. Bonjour madame. Nous sommes accueillis par une responsable de l'établissement. Pour 180 euros par jour et par pensionnaire, versés par la France, voilà dans quel type de locaux sont accueillis les handicapés français. Pour commencer la visite, nous sommes conduits dans la plus belle partie de l'institution, le jardin. La façade de la maison est belle et les arbres sont en fleurs. Ça, c'est pour l'apparence. Car au fond du jardin, changement de décor. Ces bâtiments en travaux sont censés servir de salle d'activité pour les pensionnaires. Depuis 2 ans, les travaux n'ont pas avancé. Donc pas d'activité pour les handicapés. Si Eva obtenait une place dans l'institut proche de chez elle, voilà de quel type d'équipement elle pourrait bénéficier. Une salle d'activité, ça ressemble à ça. Des portes sécurisées, une grande pièce lumineuse au mobilier adapté, où même les radiateurs sont placés en hauteur pour des questions de sécurité. En Belgique, à l'intérieur de la maison, ce n'est guère mieux qu'au jardin. Le grand salon, le voilà. On attend que nos travaux soient finis, ils doivent être terminés depuis 2 ans. Ici, ce sera normalement un grand salon avec le billard et... Ah oui, d'accord. Et le snooker. Un grand salon, d'accord. Oui, faut imaginer. Ça va être très beau, mais dans les institutions... Pour l'heure, le grand salon est en chantier. De plus, toutes les chambres sont occupées. Alors pour loger les nouveaux arrivants comme Eva, l'hébergement prévu est assez surprenant. Donc on va installer des préfabriqués pour tous nos autonomes, qu'on va mettre soit dans le jardin, soit devant, mais pour une période, une très courte période, 6 mois maximum normalement. Ça fait un peu peur, mais... Ça fait un peu peur les préfabriqués, effectivement. Oui, mais pourtant c'est tout à fait normal et c'est courant dans des institutions comme les nôtres. Des préfabriqués pour loger des handicapés. Une pratique répandue en Belgique selon elle. Dans cette salle à laquelle on accède en passant par la cuisine, les travaux ont bien été terminés. Il s'agit du cabinet médical, qui se trouve dans la même pièce que la laverie, séparée par une simple armoire à linge. Et l'atelier bien-être se fait également ici. D'accord. On ferme les volets. Elles ont tout un attirail ici avec des huiles essentielles, des bougies parfumées et elles massent. D'accord. Mais vous arrêtez la machine pour Les le massage. machines s'arrêtent, oui. En France, une salle de massage et de soins, ça ressemble plutôt à cela. Matelas à eau à 30 degrés, piscine à balles, lumière tamisée et colonne à bulles. Dans ce centre belge, les repas se prennent dans cette pièce exiguë. En France, le réfectoire est spacieux et le mobilier est adapté à tout type de handicap.
En Belgique, de la place il y en a, mais les infrastructures sont très loin de satisfaire aux exigences françaises. Normal, le but ici est de faire un maximum de profit. Et pour cela, il existe des astuces. Exemple dans ce centre, pour rendre l'activité très rentable, les administrateurs ont trouvé un stratagème que dénonce une fois encore la WIP. 2 administrateurs facturent mensuellement des loyers exorbitants de l'ordre de 12 000 € par mois. En d'autres termes, comme la maison leur appartient, les 2 administrateurs facturent à l'institution qu'ils dirigent 12 000 € de loyer qui tombent donc directement dans leur poche. Une belle opération. Nous avons retrouvé l'un des 2 administrateurs. Il accepte de nous recevoir, mais ne veut pas être filmé. Sans aucun complexe, il va nous révéler les coulisses de son business. Nous le filmons, en caméra cachée. Je vais être cru, mais c'est rentable. C'est rentable? Ah oui, ça peut être extrêmement rentable. C'est pour ça qu'on parle d'usine, hein, je veux dire. Ouais. Vous avez gagné combien à ce moment-là avec votre associé? Combien on se rémunérait? Ouais. Moi, j'en étais à 10 000 €. Mensuel? Ouais. C'est un milieu qui n'est pas... c'est pas sain, c'est clair. À certains moments, ce n'est pas sain. On brasse beaucoup d'argent avec... C'est peut-être ça tout le paradoxe, je ne veux pas me défendre, mais avec des gens qui ne sont pas... qui n'ont peut-être pas la conscience de ce qu'ils font. Il va même aller plus loin, notamment à propos de l'usage des médicaments. Hein, je veux dire, ils sont tous bourrés de médoc, enfin c'est pas moi, hein. Je veux dire, je m'en pas mieux qu'ils en aient moi, mais ouais. Hein. C'est rare qu'un résident comme ça n'ait pas de neuroleptique. Hein. Mais c'est pour qu'ils soient tranquilles ou Mais c'est considéré comme pathologique, donc ils ont des comportements inadéquats. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un comportement inadéquat? Ben, on médique les gens. Ouais. C'est des camisoles médicamenteuses. Des handicapés français hébergés dans des conditions contestables, que l'on bourre de médicaments, et des directeurs de centres qui s'enrichissent grâce aux subventions françaises. Nous sommes allés revoir le directeur de l'Agence régionale de santé de Bourgogne. C'est lui qui finance ce type de prise en charge. Nous l'interpellons sur ses pratiques. Donc moi, très franchement, je ne me réjouis pas de la situation. Je pense que ce n'est pas une bonne situation. Mais je ne peux pas vous dire non plus, je ne fais pas confiance aux autorités belges pour... De toute façon, vous n'avez pas le choix. Alors c'est encore une fois le problème. Parce que nous, on a pu rencontrer dans notre enquête en Belgique, par exemple, des médecins qui nous disaient que c'était extrêmement rentable d'ouvrir ce qu'il appelle une usine à Français en Belgique, que lui gagnait depuis qu'il avait ouvert plus de 10 000 € par mois et qu'il n'y connaissait absolument rien dans cette prise en charge. Et il disait, imaginez le prix de journée que nous donne la France, c'est ce qu'il nous disait devant... Alors c'est encore une incitation supplémentaire à progresser rapidement en France. Une fois encore, le directeur reconnaît ses limites. Résultat, des dizaines de millions d'euros français continuent à partir vers la Belgique sans aucun contrôle. Obtenir une place dans une institution pour un enfant handicapé en France, c'est quasiment mission impossible. Certains parents y arrivent pourtant. Mais est-ce pour eux un soulagement? Pas toujours. Certains le regrettent amèrement. Nous sommes à Monchy-le-Preux, une petite commune de la banlieue d'Arras, dans le nord de la France. Dans ce château, un institut médico-éducatif accueille plus de 50 enfants handicapés. Entre les murs de ce château, à l'abri des regards, les enfants étaient humiliés, frappés, insultés. Témoin de ces actes, un agent d'entretien décide de filmer. Des images violentes, des insultes, des cris, des coups. L'homme qui a réalisé ces images a accepté de nous recevoir chez lui. Pendant des années, David a été le témoin de paroles déplacées, d'humiliations ou de comportements violents envers les enfants handicapés. Petit à petit, je remarquais des petites choses. On parlait mal aux gamins, ou les coups de pied au cul, ou bouge ton cul de là, ou... Enfin, je vais pas dire de gros mots, mais c'était ferme un peu ta... Hein?
Ou le gamin, s'il avait envie de parler, tais-toi, on t'a pas demandé de parler, quoi. Moi, ça me choquait, quoi. Parce que j'ai quand même été à l'école, on m'a jamais parlé comme ça à l'école. On se moquait du gamin, il a fait pipi dans sa culotte. Tous les gamins sont dans les toilettes, on met un gamin sur une cuvette, et ben la porte elle est grande ouverte, quoi. Il y a des gamins quand même de 10-12 ans, quoi. Tu manges pas, pouf, une baffe. Si elle mange pas, on prenait la fourchette et on lui mettait dans la bouche, quoi. C'était plus considéré comme des enfants, quoi. À plusieurs reprises, il va dénoncer ces actes de violence à sa direction. Sans être entendu, il décide alors de recueillir des preuves. Je me suis dit, je vais filmer. Donc, je dis, je vais pas filmer avec un téléphone portable, ça marchera pas. Donc je me suis acheté une petite montre espion. Et j'allais manger, je mettais ma montre, je mettais en route et... Je savais que ça allait se passer, ça se passait tout le temps. Ça m'a coûté une petite centaine d'euros, mais ça valait la peine, quoi, pour les gamins. Et à chaque fois qu'il déclenche sa montre, il filme une scène de maltraitance. Il y a 5 minutes que je viens de la passer aux toilettes, elle a rien fait. Une pratique banalisée selon lui, que tous les membres de l'établissement cautionnaient. Tout le monde était au courant, tout le monde voyait. Tous les éducateurs voyaient. David décide alors de porter ses vidéos à la gendarmerie. Une enquête est ouverte. Dès le lendemain, la directrice du centre et 3 éducateurs sont immédiatement mis à pied. Nous montrons les images tournées par David au docteur Lemonnier. On a des gens qui se sont laissés aller à donner des coups, ce qui est totalement inadapté et interdit. Comment les enfants handicapés perçoivent-ils cette violence-là? Ils la perçoivent comme tous les enfants de la Terre. Et ils la perçoivent d'autant plus qu'ils ont des difficultés dans leur processus de pensée à construire les nuances. C'est-à-dire qu'elles sont prises d'une façon abrupte. Et donc elles sont d'autant plus effroyables qu'elles sont prises d'une façon abrupte. Alors après, les conséquences psychologiques de prendre des coups, ben, évidemment, ils apprennent ça. Et donc soit ils le reproduisent, soit ils s'arrangent pour en prendre, soit... Enfin, comme tous les enfants de la Terre, là encore, on a les mêmes conséquences psychologiques. Situation incroyable, tous les enfants maltraités sont restés à l'IME de Monchy-le-Preux, faute de place dans d'autres institutions. Nous avons retrouvé l'un de ses pensionnaires. Kevin a 13 ans, il est trisomique. Le week-end, Kevin est en famille avec sa mère, son beau-père et sa sœur jumelle. Il a intégré l'Institut de Monchy-le-Preux il y a 4 ans. Lui aussi a été victime de maltraitance. Sur ces images, une éducatrice lui hurle dessus, puis lui tire violemment l'oreille. Kevin n'a jamais pu raconter explicitement les violences qu'il a subies à l'Institut. Avant cela, c'était un enfant calme, facile à élever. Mais à partir de ce moment-là, son comportement a changé. Kevin. Non, il faut faire un 2, mon Deux. C'était un enfant très calme. On pouvait faire tout ce qu'on voulait avec Kevin. Et après, ben, ça s'est dégradé. Il claquait, je vous dis, il claquait les portes, il se levait le matin, il criait, il faisait mal à sa sœur. Moi, il me donnait des coups de pied, il me donnait des coups de poing. C'est vrai que quand il y a eu ça, il donnait des coups de sac ou il faisait mal à tout le monde parce que pour extérioriser sa colère, quoi. Voilà. Et t'as quel âge, Kevin? 13 ans. Tu vas bientôt avoir 14 ans. Et tu vas bientôt faire de la couture. Lorsqu'il est en famille, Kevin a le sourire. Mais lorsque le matin, il doit retourner à l'IME, c'est une autre histoire. Bon appétit, mon loulou. Merci. 7h30, nous le retrouvons pour le petit déjeuner. Mange doucement. À cet instant, Kevin est encore dans son univers. Il est plongé dans ses dessins animés. Tu vas passer une bonne journée encore à l'école? Tu vas aller voir tes copains? Non, moi, celui-là, il n'y a pas de temps. Ah bon?
Pas de classe. Bah si, tu vas aller à l'école. Non, vas-y. Si. Bah si, tu vas aller à l'école. Non. Si, tu vas aller à l'école. T'as pas envie. Bah si, tu vas aller voir tes copains. Non. Tu vas aller jouer avec Brendan. Non. L'idée d'aller à l'école le rend nerveux, et ce n'est qu'un début. Non. Tous les matins, j'ai le droit. Hein, Kevin? Mais ça, il le faisait pas avant? Il le faisait pas avant. Non, du tout. Il est hyperactif depuis ce qu'il a subi, quoi, en fait. Pour Kevin, tout est bon pour retarder le moment du départ. Il prétexte avoir mal au ventre ou il cache son cartable. Bon, il est où ton sac? S'il te plaît, cherche-moi ton sac. Voilà. Alors, tu me l'as planqué où? Papa. Bon, ben nous avons pas de sac. Nous avons pas de sac d'école. Pardonnez-la, elle est enthousiaste. Elle attend ce film depuis longtemps, alors elle tient plus en place. Cette scène n'est pas réaliste. Il est impossible d'ouvrir une cage thoracique